Quelque part dans le sud-ouest de la Libye se trouve un abri sous roche dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Non pas qu'il soit obscur, ni que les connaissances scientifiques à son sujet soient complexes, mais parce que le mystère complet n'a été percé qu'en avril 2025. Et quand ce fut le cas, le monde entier avait les yeux rivés ailleurs. En 2003, un archéologue, en dégageant le sable des monts Tadrat Akus, fit une découverte que le Sahara aurait dû détruire il y a des milliers d'années. Ni fragments, ni poussière. De la peau intacte coriace indubitablement humaine. 2 femmes enveloppées dans des nattes tissées mortes depuis 7-0 ans. À l'époque, personne ne se doutait de ce qu'ils allaient finalement révéler. Il faudrait 20 ans, 3 équipes de recherche distinctes et une technologie qui n'existait pas encore. Lorsque la vérité a finalement éclaté, elle n'a pas seulement réécrit l'histoire du Sahara. Elle a effacé toute une branche de l'humanité de la carte avant de la remettre en place. Pendant la majeure partie du 20e siècle, le consensus scientifique concernant l'Afrique du Nord était suffisamment clair pour que personne n'éprouve le besoin de le remettre en question. Le Sahara n'a pas toujours été un désert. Entre environ 14 500 et 5-0 ans avant notre ère, il était tout autre chose. 3 millions de kilomètres carrés de prairies parsemées de lacs permanents sillonnés de rivières, abritant hippopotames, éléphants, girafes et les populations qui les chassaient. Les scientifiques appellent cette période le Sahara vert. Ce nom est presque insuffisant pour décrire la réalité. Le modèle dominant était le suivant. Lorsque le Sahara s'est verdoyant, il est devenu un corridor. Les populations d'Afrique subsaharienne ont migré vers le nord, celles des côtes méditerranéennes vers le sud. Les gènes se sont mélangés, les cultures se sont croisées. Le Sahara verdoyant était un pont reliant les 2 moitiés du continent à l'instar d'une autoroute reliant les villes et les populations l'ont traversé dans les 2 sens pendant des millénaires. Les preuves semblaient accablantes. Dans les seuls monts Tadrat Akus, des milliers de peintures rupestres représentaient des bergers armés d'arcs des femmes, moulant du grain des enfants, jouant près de l'eau. La poterie découverte sur des sites sahariens correspondait au style de la vallée du Nil et du Sahel, situés à des centaines de kilomètres de part et d'autre. Des outils de pierre issus de multiples traditions régionales ont été retrouvés ensemble dans les mêmes couches archéologiques. On pouvait tracer des flèches sur une carte montrant les flux migratoires des populations à travers un continent vert. Et ces flèches semblaient parfaitement exactes. Le modèle a été publié dans les manuels scolaires, il a été enseigné dans les universités, il est devenu le cadre de référence pour comprendre le peuplement de l'Afrique du Nord, et pendant des décennies, personne ne l'a sérieusement remis en question. Il y avait un problème, personne n'avait vérifié l'ADN. C'est cet aspect de l'histoire qui mérite plus d'attention qu'on en reçoit généralement. Car cet échec n'était pas dû à la négligence, mais à une accumulation d'hypothèses raisonnables, chacune renforçant la précédente. L'étude de l'ADN ancien repose sur sa préservation. Les climats froids sont idéaux. Le pergélisol sibérien, les grottes calcaires d'Europe du Nord, les glaciers d'altitude des Andes, voilà les lieux où le matériel génétique se conserve pendant des milliers d'années. Le Sahara est tout le contraire. Les températures diurnes y dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius et l'humidité y est quasi nulle. Le rayonnement ultraviolet est implacable. L'ADN se dégrade rapidement sous l'effet de la chaleur. Et le Sahara est l'un des endroits les plus chauds de la planète. Pendant des décennies, les généticiens n'ont tout simplement pas cherché à l'analyser. Ils supposaient à juste titre que tout matériel génétique présent dans les restes sahariens serait trop fragmenté pour être déchiffré. Il y avait aussi les preuves archéologiques elles-mêmes. Lorsqu'on trouve des poteries de la vallée du Nil dans un campement saharien, l'explication la plus simple est que les gens les ont transportés là-bas. Lorsqu'on trouve des ossements de bovins sur un site où le gibier était autrefois la seule source de nourriture, l'explication la plus simple est que des éleveurs ont migré vers cette région. L'archéologie, elle déchiffre les objets. Il ne peut pas lire les lignées sanguines. Pendant la majeure partie du 20e siècle, il n'existait aucun moyen fiable de distinguer une idée qui s'est propagée d'une personne qui s'est propagée. Il en résulta un vide. L'Afrique du Nord devint l'une des régions les moins étudiées génétiquement au monde. L'Europe possédait des centaines de génomes anciens. Le Proche-Orient rattrapait son retard. Entre la côte méditerranéenne et le Sahel, il n'y avait quasiment rien. On ne peut pas trouver de schéma dans des données qui n'existent pas. Et on ne peut pas remettre en question un modèle en l'absence de preuves contraires.
L'hypothèse était raisonnable. Elle était aussi fausse. Si Takarakori a tout changé, c'est moins à cause des personnes qui y sont enterrées qu'à cause de son emplacement. La plupart des sites sahariens sont exposés dunes ouvertes pleines plates surface, brûlées par le soleil direct presque toute la journée. Dans ces conditions, le matériel génétique ne se dégrade pas lentement. Il disparaît. Des chercheurs ont exploré d'autres sites de la région sans succès. La chaleur constitue un obstacle quasi total à la récupération d'ADN ancien et la communauté scientifique s'y est adaptée. Inutile de chercher, il n'y a rien à trouver. Takara est différente. Nichée sous un profond surplomb rocheux dans la chaîne de montagnes du Tadratakus, elle est protégée des rayons directs du soleil et ses températures intérieures restent bien en deçà des températures extrêmes qui frappent le paysage extérieur exposé. Les deux femmes étaient ensevelies sous le sable sec sous ce surplomb. Cette combinaison a créé un phénomène qui ne devrait pas exister dans le Sahara, une chambre de dessiccation naturelle. La peau s'est desséchée avant que les bactéries ne puissent la dévorer. Le collagène des os a maintenu leur cohésion. Le même environnement brutal qui a détruit le matériel génétique partout ailleurs l'a par un heureux hasard géologique préservé. Pendant des années, au cœur des tissus les plus denses, des dents et des os des jambes, de minuscules fragments de matériel génétique vieux de 7-0 ans ont survécu. Peu nombreux et imparfaits, mais suffisants. En 2019, des chercheurs sont parvenus à extraire l'ADN mitochondrial des deux femmes. L'ADN mitochondrial se transmet uniquement de la mère à l'enfant, ce qui le rend utile pour retracer les grandes lignées maternelles, mais limité pour les analyses de populations détaillées permettant de répondre à des questions complexes. Pourtant même, cette fenêtre d'observation étroite laissait entrevoir quelque chose d'inattendu. Les lignées maternelles ne correspondaient à aucune prédiction pour cette région. Les résultats étaient suffisamment étranges pour attirer l'attention, mais pas encore assez complets pour justifier une action. La véritable percée a eu lieu en avril 2025. Natada Salem, paléogénéticienne à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig, et Johannes Krauss, directeur de l'Institut et principal auteur de l'étude, ont publié dans la revue Nature une publication qui a bouleversé nos connaissances. Ils avaient accompli ce que la plupart des généticiens considéraient comme quasiment impossible, le séquençage complet du génome des deux femmes Takarakori, et non un fragment mitochondrial. Il s'agissait des premiers génomes anciens complets jamais récupérés dans l'un des environnements les plus chauds de la planète. Salem a décrit ce processus lors d'entretiens. L'ADN provenait de dents et d'os, de jambes, les tissus les plus denses du corps, ceux qui protègent le mieux le matériel génétique d'une exposition prolongée à la chaleur. Les fragments étaient courts, dégradés et portaient les marques de dommages chimiques qui s'accumulent au fil des millénaires. Les technologies de séquençage modernes lisent ces fragments comme on reconstitue un document déchiré, en scannant des millions de minuscules morceaux qui se chevauchent et en les réassemblant informatiquement pour former un ensemble cohérent. C'est un travail de longue haleine. Les échecs sont plus fréquents que les réussites. Des programmes de recherche entiers se sont terminés sans résultats exploitables à ce jour. Des matériaux plus prometteurs que ceux-ci. Mais lorsqu'ils fonctionnent, ils offrent quelque chose qu'aucune analyse de poterie ni interprétation d'art rupestre ne peut fournir: l'identité génétique réelle d'une personne décédée depuis 7-0 ans. L'équipe de Salem avait cela. 2 d'entre eux ont été récupérés dans un désert où l'on pensait que toute récupération était impossible. Le contenu de ces génomes était inattendu. L'équipe de Salem a comparé les 2 génomes à ceux de 795 individus actuels d'Afrique du Proche-Orient et d'Europe du Sud, ainsi qu'à ceux de 117 génomes anciens provenant des mêmes régions. Il s'agit d'une analyse comparative qui transforme une simple donnée en argument. Vous ne vous contentez pas de chercher à savoir qui étaient ces personnes. Vous cherchez aussi à savoir qui elles n'étaient pas. La réponse fut sans appel et immédiatement étrange. Les femmes Takarakori n'avaient aucune ascendance subsaharienne. Aucune. Zéro. Dans une région que le modèle classique plaçait au centre d'un pont génétique entre le nord et le sud, ces 2 femmes ne présentaient aucun lien détectable avec les populations subsahariennes. Le modèle du corridor génétique prévoyait un métissage. Or, les génomes n'en révélaient aucun. Elles appartenaient en réalité à une lignée totalement inédite, absente chez tout être humain vivant et dans tous les génomes anciens répertoriés à travers le monde.
La plus grande similarité n'a été trouvée dans aucune population moderne. Elle a été découverte dans des restes squelettiques vieux de 15 ans provenant de la grotte de Tafaralt au Maroc, un site associé à la culture lithique ibéro-marusienne. Ces deux populations étaient séparées par 8 ans et environ 2 km. Pourtant, elles portaient la même signature génétique nord-africaine profonde à égale distance des populations subsahariennes dans toutes les directions mesurables. Ce n'est pas un hasard. C'est une continuité sur une période temporelle presque inconcevable. L'analyse génomique situe la divergence de cette lignée par rapport aux populations d'Afrique subsaharienne il y a environ 50 ans. Au moment précis où les humains modernes amorçaient leur grande dispersion hors d'Afrique, une branche de l'humanité a quitté le continent pour finalement peupler l'Europe et l'Asie. Ce groupe est resté isolé en Afrique du Nord pendant des dizaines de milliers d'années, tandis que le reste de l'histoire humaine se déroulait autour de lui. Les généticiens le qualifient de population fantôme, un groupe dont l'existence n'avait jusqu'alors été perceptible que sous forme de faibles traces statistiques dans l'ADN des êtres humains. Une preuve indirecte de quelque chose qui avait forcément existé, mais qui n'avait jamais été confirmé directement. Jusqu'à ce que deux femmes enveloppées dans des nattes tressées dans un abri sous roche en montagne lui donnent un visage. Il y a un détail supplémentaire qui mérite réflexion. Les femmes Takarakori possédaient de l'ADN néandertalien, mais seulement à hauteur d'environ 0%, soit environ 1/10 de la quantité présente chez les humains modernes non africains. Puisque les Néandertaliens vivaient en Eurasie et non en Afrique, cette trace génétique ne put provenir que d'un autre continent. À une époque très reculée, une petite quantité de matériel génétique extérieur s'est introduite par contact, sans laisser de traces notables. Après cela, plus rien. Il y a ensuite le paradoxe du Sahara vert qui a véritablement surpris les chercheurs. La végétation luxuriante était bien réelle. Les lacs, les rivières et les prairies existaient bel et bien. Les échanges culturels étaient manifestes. La poterie circulait entre les régions. Les pratiques d'élevage se sont répandues. Pourtant, les populations de parts et d'autres du Sahara ne se sont pas mélangées génétiquement. Harold Ringbauer de l'Institut Max Planck a fait remarquer que ce niveau d'isolement est extraordinaire, surtout si l'on considère le contexte européen où les populations se mélangeaient largement à la même époque. La culture a voyagé, mais pas les gènes. Les idées peuvent se propager sans présence humaine. La génétique le prouve sans détour. C'est un résultat inattendu. La découverte de Takarakori serait déjà remarquable en soi, une population fantôme 50 ans d'isolement, une lignée sans descendants vivants. Mais il ne s'agit pas d'un cas isolé. Cela s'inscrit dans une tendance. Et cette tendance se manifeste sur tous les continents où l'ADN ancien permet de remonter suffisamment loin dans le temps. En 2016, le généticien Bastien Lamasse de l'Université d'Adélaïde a séquencé les génomes mitochondriaux de 92 momies et squelettes précolombiens collectés à travers l'Amérique du Sud, Bolivie, Chili, Pérou, Argentine et Mexique. Des restes datant de 500 à 8600 ans ont été sélectionnés afin de représenter la plus large répartition géographique et temporelle possible. Son équipe a identifié 84 lignées maternelles distinctes. 84 lignées distinctes représentant toute la diversité génétique des Amériques anciennes. Aucune de ces lignées n'existe chez aucun être humain vivant aujourd'hui. Réfléchissons un instant. 92 individus, 84 lignées uniques, tous éteints. Les chercheurs n'ont pas eu besoin de modélisation statistique complexe pour comprendre ce qu'ils observaient. Ils ont comparé les séquences anciennes aux bases de données génétiques modernes et n'ont rien trouvé. Aucune correspondance, aucun descendant, aucun survivant. La diversité qui existait dans les Amériques anciennes avant le contact avec les Européens n'a pas diminué, elle a été effacée. L'histoire ancestrale de ces lignées apporte un éclairage supplémentaire. Les populations dont elles descendent se sont séparées des groupes sibériens il y a environ 23 ans, ont passé près de 6 ans isolés sur le pont terrestre de Binji entre l'Asie et l'Alaska, puis se sont rapidement étendus vers le sud il y a environ 16 ans. Après cette expansion initiale, les communautés se sont sédentarisées et ont perduré. Les lignées maternelles se sont ainsi distinctes et localisées au fil des générations. Après les premiers contacts avec les Européens à la fin du 15e siècle, la plupart de ces lignées locales ont tout simplement disparu. Yamas a été direct quant au résultat des données. Certaines de ces populations ont été complètement anéanties.
Puis en 2025, une étude distincte publiée dans Science Advances a rapporté les premiers génomes anciens jamais récupérés en Colombie. Une équipe dirigée par Kim Louise Cheretta au Sandberg Center for Human Evolution a analysé 21 individus de l'Altiplano de Bogota, dont certains remontent à 6-0 ans. 7 des plus anciens appartenaient à une population qui n'avait jamais été répertoriée nulle part. Leur ADN ne correspondait à celui d'aucun groupe ancien connu des Amériques. Elle ne correspondait à aucune population moderne sur Terre. Il y a 2-0 ans, elle avait complètement disparu, remplacée par un groupe génétiquement distinct apparenté à l'Amérique centrale. Sherry a décrit précisément ce qui s'est passé, les gènes n'ont pas été transmis. Il y a eu un échange complet de population. Un détail mérite d'être souligné car il s'inscrit dans un contexte plus large. Les plus anciens corps momifiés artificiellement au monde ne sont pas égyptiens. Il s'agit de la momie de Chinuro, au nord du Chili, datant de 700-400 ans, soit 2-0 ans avant la première momification égyptienne. Des pêcheurs côtiers qui embaumaient tout le monde, y compris les nourrissons et les enfants à naître. Leur lignée mitochondriale spécifique ne survit presque certainement chez aucun être humain vivant aujourd'hui. 3 continents, des échelles de temps différentes, des causes différentes, un même résultat. Des populations entières ayant vécu pendant des millénaires cohérentes et culturellement distinctes ont disparu sans laisser la moindre trace génétique chez leurs descendants. Les survivants ne représentaient pas toute l'histoire. Ils constituaient une sélection. Et c'est à partir d'eux que nous avons bâti tout ce que nous pensions savoir. Les preuves méritent d'être traitées avec honnêteté. Cela implique de reconnaître clairement que tout le monde ne les considère pas comme aussi concluantes que le titre le laissait entendre. L'objection relative à la taille de l'échantillon est légitime. 2 individus provenant d'un seul abri sous roche ne peuvent pas représenter de manière définitive l'histoire démographique de toute une région. L'Afrique du Nord est immense. Les femmes Takarakori provenaient d'un seul site, d'une seule communauté, d'un seul moment dans le temps. Extrapolé à partir de 2 génomes pour établir un modèle de population continentale repose sur des hypothèses que les données elles-mêmes ne permettent pas de confirmer pleinement. Les chercheurs qui ont consacré leur carrière à cartographier la diversité génétique humaine en Afrique l'ont souligné avec précision et à juste titre. Il existe aussi une explication géographique à cet isolement qui ne nécessite pas de récit dramatique. Le Sahara verdoyant n'était pas un paysage uniforme. Il comprenait des chaînes de montagnes, des lacs permanents, des zones humides denses et des zones écologiques qui ont pu servir de barrières naturelles entre les communautés, même pendant la saison des pluies. Les populations ont pu rester génétiquement séparées simplement parce que le terrain les tenait à distance et non en raison d'une frontière délibérée ou imposée culturellement. L'isolement ne nécessite pas toujours une explication plus complexe que la simple géographie. Pour les données sud-américaines, la situation présente une réserve similaire. L'échantillonnage des populations autochtones modernes à travers les Amériques demeure incomplet. Il est possible, bien que de plus en plus improbable chaque année, que certaines de ces 84 lignées survivent dans des communautés qui n'ont pas encore fait l'objet de tests génétiques. L'absence de preuves n'est pas toujours synonyme d'absence et les bases de données servant à comparer les séquences anciennes continuent de s'enrichir. Savino Darnia, l'archéologue qui a mené les premières fouilles à Takarakori, a relevé un élément qui nuance toute vision simpliste d'un isolement total. La communauté ensevelie dans cet abri sous roche n'était pas culturellement coupée du monde extérieur. Elle pratiquait le commerce. Ils ont adopté des pratiques de pêche au haring originaires d'ailleurs. Ils ont participé à des réseaux d'échanges régionaux qui les ont mis en relation avec des communautés réparties sur un vaste territoire. Culturellement, ils étaient engagés. La question que soulève la génétique est plus précise et plus troublante que celle de savoir s'ils connaissaient leurs voisins. Il s'agit de savoir si les personnes qui partageaient leurs idées partageaient un jour les mêmes liens de sang. Dans ce cas précis, les preuves disent non. C'est véritablement surprenant et cela mérite une enquête plus approfondie avant que quiconque ne considère la question comme réglée. Ce qui est incontestable en revanche, c'est le silence qui dure depuis 35-0 ans. Cette lignée a divergé des populations d'Afrique australe il y a environ 50-0 ans. On la retrouve clairement à Tapalalt il y a environ 15-0 ans. Entre ces 2 dates, il n'y a presque rien. Un chapitre entier de l'histoire d'un peuple resté à jamais inédit, peut-être même impossible à écrire. Où se sont-ils réfugiés lors du dernier maximum glaciaire lorsque le Sahara atteignit son extension historique maximale et que les conditions propices à la vie humaine se sont considérablement réduites?
Combien de communautés existaient-elles? Quelle était l'étendue de leur territoire? Johannes Krauss l'a formulé clairement. Nous ignorons où ils se trouvaient entre il y a 50 0 ans et il y a 15 0 ans. Ce qui a causé leur disparition est moins mystérieux. La pluie cessa. Le lac s'assécha. La savane se transforma en sable. Une lignée qui avait survécu aux glaciations et aux bouleversements climatiques. Et toute la révolution néolithique s'éteignit tandis que le monde verdoyant qui l'avait nourri s'effondrait autour d'elle. Non par conquête, non par assimilation, mais par le climat lent absolu et indifférent. L'équipe de Natasalm est déjà à la recherche d'autres génomes anciens à travers le Sahara. Les chances de retrouver un spécimen aussi bien conservé que Takara Korore sont minimes. Le désert ne livre pas facilement ses morts. Face à de telles découvertes, l'instinct est de chercher un cadre d'analyse qui les rende plus compréhensibles. Pour intégrer la population fantôme dans un diagramme révisé, mettez à jour le modèle, redessinez les flèches sur la carte et poursuivez avec une version légèrement plus complexe de l'histoire que nous avions déjà. Cette intuition est erronée. Ce que révèlent les momies ne corrige pas le cadre existant, mais le remet en question. L'arbre généalogique humain n'est pas un diagramme aux branches simples. Il n'en a jamais été ainsi. C'est un enchevêtrement de branches qui se sont divisées, ont dérivé, se sont brièvement reconnectées et dans bien des cas ont complètement disparu sans laisser de traces. Pendant la majeure partie de l'histoire de cette science, nous avons construit nos modèles autour des branches qui ont survécu car c'étaient les seules visibles. Ce sont les survivantes qui ont façonné le récit. La population disparue n'apparaissait tout simplement pas dans les données. Elle était donc également absente des conceptions établies. L'ADN ancien nous oblige lentement et malgré une forte résistance des modèles existants à reconnaître à quel point ce tableau a toujours été incomplet. Les branches que nous avons perdues étaient peut-être aussi nombreuses, aussi répandues et aussi anciennes que celles qui ont perduré. La lignée Takarakori a persisté pendant 50 0 ans. La population colombienne restée anonyme était présente sur le haut plateau de Bogota depuis des millénaires avant d'être remplacée. Les 84 lignées maternelles des Amériques anciennes représentaient une diversité qui s'est développée sur des dizaines de milliers d'années et qui a disparu en quelques générations seulement après le contact avec les Européens. Il ne s'agissait pas de populations marginales reléguées aux confins de l'histoire humaine. Elles en constituaient des chapitres centraux. Nous n'avions tout simplement pas pu les lire jusqu'à présent. La technologie qui a rendu possible Takarakori est appliquée à des restes qui auraient auparavant été entièrement considérés comme irrécupérables. Des sites situés dans des climats chauds, dans des environnements humides, dans des conditions où, selon la sagesse populaire, il était impossible de préserver du matériel génétique lisible. Certaines de ces tentatives échoueront. Beaucoup ont déjà échoué, mais le seuil de ce qui est récupérable a évolué et chaque évolution élargit le territoire où des populations fantômes pourraient encore se cacher. Chaque espace vide sur la carte de l'ADN ancien représente désormais un fantôme potentiel. L'Afrique du Nord ne possédait quasiment aucun génome ancien avant 2025. La Colombie n'en possédait aucune. Il existe des continents entiers et des périodes historiques pour lesquelles les données n'existent tout simplement pas encore. Et la tendance qui se dessine là où les données existent suggère fortement que les lacunes ne sont pas dues à une absence de données, mais plutôt au fait que personne n'avait encore trouvé comment les rechercher. Le modèle du corridor sahárien n'est peut-être pas totalement obsolète. Des échanges culturels ont eu lieu. Ces preuves sont réelles et ne disparaîtront pas. Mais le tableau génétique est aujourd'hui bien plus complexe que ne le laissaient supposer les flèches sur une carte. Et la confiance avec laquelle ce modèle a été défendu pendant des décennies apparaît rétrospectivement comme le fruit de l'ignorance plutôt que du savoir. Nous ignorions ce que nous ignorions. Nous commençons maintenant à le découvrir. Ce processus est loin d'être terminé. Il ne fait que commencer. La révolution de l'ADN ancien n'est pas une conclusion, mais une méthode. Et ce qu'elle révèle méthodiquement, continent après continent, site après site, c'est que le passé de l'humanité était plus vaste, plus étrange et plus peuplé de vies disparues que quiconque n'avait pu l'imaginer jusqu'alors grâce aux outils dont il disposait. Revenons aux 2 femmes réfugiées dans l'abri sous roche. Ce n'étaient pas des symboles. C'étaient des personnes, des éleveuses, des tisseuses, des membres d'une communauté qui avaient perduré bien au-delà de ce que la plupart des civilisations peuvent imaginer. Ils ignoraient qu'ils représentaient le dernier chapitre d'une histoire vieille de 50 0 ans. Ils enterrèrent leurs morts avec soin dans un lieu abrité,
les protégeant d'un monde qui s'asséchait déjà autour d'eux. Les recherches scientifiques qui ont permis leur découverte ne sont pas terminées. Salem et son équipe poursuivent leurs investigations. Le vide de 35 ans demeure silencieux. Il existe très certainement d'autres populations fantômes qui sommeillent dans des abris sous roches, des grottes de montagne, dans les sédiments comprimés des lits de lacs asséchés à travers le Sahara et au-delà. Nous ignorons combien de branches de l'arbre généalogique humain se sont éteintes sans descendance. Nous commençons à peine à apprendre comment poser la question. Les momies sont la réponse. Nous n'avons simplement pas encore appris à déchiffrer tout ce qu'elles disent.